Je vous emmène avec moi dans la jolie tempête de la maternité. On va parler bienveillance, doutes, les up and down, sans tabou et dans la bonne humeur. Bienvenue dans Happy Maternity, le podcast qui va booster ta maternité. Bonne écoute! Hello, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de podcast. Et le sujet dont on va parler aujourd'hui, il m'est venu en tête parce que j'ai échangé avec pas mal de mamans, dans l'accompagnement Happy Maternity notamment, qui m'envoyaient des messages, et une autre maman qui hésitait à rejoindre le programme. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on ne parlait pas suffisamment de la culpabilité que vous pouvez avoir, que ce soit pendant la grossesse, à l'accouchement ou en postpartum, alors que ça pèse énormément sur les épaules des mamans. Et ça fait souffrir beaucoup de mamans. J'ai vu pas mal de femmes s'écrouler, moi, en consultation, sous le poids de cette culpabilité et les idées qu'on se fait, les attentes qu'ont nos proches ou la société. Et malheureusement, ça nous coupe de notre lien qu'on peut avoir avec notre enfant, ça nous coupe du bonheur de la maternité, ça complique énormément de choses. Et c'est vraiment dommage. Je pense que ce joli cadeau, comme je dis toujours, qu'on reçoit de la culpabilité, une fois qu'on devient maman, eh bien, il est temps peut-être de s'en débarrasser. Alors, je vais essayer de mettre ma mini-pierre à l'édifice en essayant justement d'en parler un maximum, en espérant qu'un maximum de femmes puissent se rendre compte et se débarrasser de cette culpabilité, soit toute seule en y réfléchissant, soit en se faisant accompagner. Moi, je travaille beaucoup ça dans mes coachings, dans Happy Maternity. On bosse beaucoup ça. Et c'est fou comme je vois les visages des femmes complètement changés au début du coaching et à la fin. Et qui me disent « Waouh, ouais, ça me fait énormément de bien d'avoir déposé ça et d'avoir pu échanger avec moi. » Et donc, voilà, c'est très très important. Surtout, ne restez pas seul si vous avez ce sentiment de culpabilité à un moment donné ou à un autre. Et entourez-vous des gens bienveillants et profitez des aides qui existent. Alors, je vais essayer toujours de faire relativement court. Mais donc on va commencer par parler de la grossesse. Alors la culpabilité et la grossesse, qu'est-ce que j'ai entendu là récemment ? Je culpabilise énormément parce qu'en fait je fais rien. Je suis enceinte et tout me fatigue, ou je me suis mise en arrêt de travail et donc je ne fais rien. Une jeune femme qui m'expliquait que son compagnon disait qu'elle était fainéante parce qu'elle ne faisait rien depuis qu'elle était enceinte. Alors rien, c'est se reposer visiblement, de ce que j'ai cru comprendre, mais donc ça veut dire que la société part du principe que quand on est enceinte, il y a une grossesse, on attend de vous de vivre exactement la même vie qu'avant, tout en faisant bien attention de prendre tous vos rendez-vous médicaux, de bien respecter toutes les consignes, de prendre vos vitamines tous les matins, de respecter toutes les consignes de sécurité, de ne pas prendre n'importe quel aliment, de faire attention à tout ce que vous ingurgitez, faire attention à tout ce que vous faites dans le quotidien, parce qu'évidemment, s'il arrive quelque chose à votre enfant, ce sera forcément de la faute de la maman. Et en même temps, on attend qu'on endosse ce rôle de façon tout à fait naturelle et qu'on sourie à la vie, qu'on ne soit que joie et bonheur, et qu'on soit en pleine forme, qu'on vive exactement la même vie. Alors, on va remettre 2-3 petites choses et je vous propose de noter des fois les arguments pour pouvoir les ressortir, même si je pense que la première personne à convaincre, c'est la jeune maman, c'est pas tant l'extérieur. Mais il va falloir arrêter de dire qu'on ne fait rien pendant qu'on a une grossesse. Je vais prendre quelques exemples. Votre fréquence cardiaque augmente de 10 battements par minute. Ça veut dire que votre cœur bat plus vite, de base. Vos reins vont filtrer beaucoup plus de liquide. Vous avez le poids de l'utérus qui va passer de base. Votre poids d'utérus, il fait plus ou moins 50 grammes approximativement. Il va passer à plus ou moins 1000 grammes, donc 1 kg de poids quand même. Un liquide amniotique que vous allez produire vous-même. Vous allez produire votre liquide entre 500 ml et 100 ml. Donc on s'approche d'1 litre. Vous allez avoir une augmentation de votre volume sanguin, donc 30% de votre volume sanguin augmenté. Il va falloir que ce volume sanguin il soit géré par tout le reste du corps, en fait, qui va gentiment manager silencieusement. Vos organes vont travailler les uns après les autres. Vous allez avoir une augmentation du volume respiratoire par minute de plus ou moins 30%, ce qui est énorme. Alors moi, j'entends souvent les papas qui disent
Les coparents, c'est fou, elle est enceinte de 6 semaines et elle est essoufflée quand elle monte les escaliers. Oui, alors c'est pas parce que vous ne voyez pas d'extérieur quoi que ce soit de physique, c'est-à-dire que vous ne voyez pas le gros ventre, qu'il ne se passe rien. Les premières semaines, c'est des modifications hormonales très importantes, des modifications physiologiques corporelles très importantes. Le corps doit s'habituer et il devient une usine à fabrication à être humain. Alors on ne fabrique pas de la glace, on ne fabrique pas le dernier bricolage en date, on fabrique un être humain, un bébé. Vous allez avoir aussi une augmentation de la consommation d'oxygène qui va plus ou moins de 15%. Et donc pour ça, qu'est-ce que va faire le corps ? Parce que vous devez apporter de l'oxygène à un autre être humain, eh bien il va élargir les côtes un petit peu, il va augmenter la fréquence respiratoire au niveau de votre diaphragme, la cage thoracique va s'ouvrir pour essayer de ventiler un maximum et il va augmenter votre fréquence respiratoire. Mais donc ça veut dire que à partir du moment où il y a nidation, donc ces petites cellules vont être en contact avec votre sang, eh bien, forcément, votre corps se transforme en usine à fabrication à être humain. Et donc, pendant que vous fabriquez un être humain, on ose vous dire, si vous ne faites rien d'autre que fabriquer un être humain, tu es fainéante, tu n'as pas besoin de te reposer, pourquoi tu ne fais rien ? Alors, vous devez tous répondre, je ne fais pas rien, je suis occupée à fabriquer un être humain. Et malheureusement, on banalise ça énormément, et comme toute la société banalise et que les autres femmes voient les autres femmes sourire, ne rien dire, aller au travail et faire ce qu'il y a à faire, eh bien, elles font toutes la même chose en se disant, oui, si tout le monde le fait, moi aussi je vais le faire. Sauf qu'il y a des femmes qui vont très bien vivre leur grossesse, qui vont très bien vivre ces adaptations corporelles, qui auront un métier qui va pouvoir aller avec ces adaptations corporelles et ça va très bien se passer, un bon rythme, elles vont peut-être certaines bien dormir, être en bonnes conditions. Ne pas avoir d'autres enfants à gérer, avoir un couple tout est stable, tout va bien, de l'aide, et peut-être que oui, effectivement, certaines femmes vont très très bien le vivre. Mais d'autres auront besoin de repos pour bien le vivre. Et donc, on ne peut pas priver les femmes de ce repos-là. D'ailleurs, la majorité en général des gynécologues sont assez tranquilles avec ça en disant, voilà, si vous êtes fatigué, il faut vous reposer. Et la femme souvent n'ose pas. Il y a des femmes qui préfèrent aller au travail, tant mieux, très bien. Mais il ne faut absolument pas stigmatiser les femmes qui ne souhaitent pas aller au travail ou ont besoin de repos. L'important, c'est que la mère se sente bien physiquement et psychiquement. Et je vous assure que fabriquer un être humain, c'est un job full-time. Et donc, certaines femmes ont besoin de se reposer. Laissons-les, elles fabriquent un être humain. Et donc, quand un coparent dit ça, moi, ça me rend dingue, parce que j'ai envie de dire, t'as qu'à fabriquer toi-même, en fait, le petit être humain. Sauf que des fois, ils ne peuvent pas, si c'est un homme. Et donc, du coup, c'est quelqu'un d'autre qui fait tout ce travail-là. Alors que quand vous achetez une maison ensemble et que vous rénovez, vous êtes ensemble pour les frais, vous vous dispatchez les rôles. Il n'y en a pas un qui regarde l'autre à rien faire et qui ne met aucun investissement. Sinon, la maison n'est pas au nom des deux, en général. Et donc, ce qui veut dire que quand vous fabriquez un petit être humain, il y a un des coparents qui, franchement, est vraiment tranquille. Parce qu'il ne prête pas son corps, il ne risque pas sa vie avec un enfant. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une grossesse et un accouchement, c'est quelque chose d'absolument merveilleux, mais c'est une tempête aussi pour le corps. Et qu'il y a des femmes, de moins en moins encore heureusement aujourd'hui, mais qui meurent en couche, qui peuvent avoir des complications médicales importantes. Donc, la femme prête son corps à ce petit être humain. Elle le prête volontiers, mais il faut lui reconnaître le fait que parfois, elles ont besoin de se reposer. Et moi, je trouve qu'on devrait valoriser ça en disant, ok, fais ce qui te fait du bien, sois à ton écoute et fais-toi plaisir. On n'a pas besoin de dire à la femme enceinte qu'elle doit s'arrêter ou pas s'arrêter, aller au travail ou pas aller au travail, mais plutôt l'encourager et lui dire, fais ce qui te fait du bien, de quoi as-tu besoin ? Et je vous assure que pour l'être humain, c'est franchement pas facile souvent de savoir de quoi on a besoin. Et donc, je dirais que ça, c'est un des premiers conseils, de plutôt demander à la femme qui est enceinte, si vous en avez dans votre entourage, de quoi as-tu besoin ? Et si vous êtes vous-même enceinte, de vous poser la question, ok, ça prend un petit peu de temps, d'intériorisation, mais de vous demander de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait plaisir. Je vous invite, dans ce cas-là aussi, si vous êtes enceinte, à déjà le noter dans un petit carnet. On fait cet exercice dans Happy Maternity, mais de bien le noter. Vous notez ce qui vous fait du bien. Ça peut être un détail, ça peut être manger votre dessert favori, ça peut être faire votre dessert favori, ça peut être faire une longue balade en forêt parce que vous adorez ça, passer un coup de fil à une amie, regarder une série Netflix, peu importe ce que c'est en fait, ça n'a vraiment pas d'importance, mais de noter tous les petits moments plaisir qui vous font du bien.
Parce que quand vous serez dans le pic de la tempête en postpartum, vous aurez du mal à vous connecter à ça. Ce sera un peu compliqué. Vous aurez encore d'autres culpabilités qui vont venir, on en reparlera. Et du coup, si vous avez bien noté tout ça, vous pouvez même le partager avec le coparent, votre entourage, eh bien, on sait ce qui vous fait plaisir et ce qui pourrait vous faire du bien. Et quand on ne vous verra pas bien, on pourra vous faire des suggestions qui vous correspondent tout à fait. Alors, ça, c'était plutôt pendant la grossesse. Donc, on arrête de dire qu'on ne fait rien, on fabrique un être humain. Et je vous assure que vous pourrez regarder ça de l'intérieur, que vous trouveriez ça extraordinaire. Mais bon, on banalise ça un peu comme on le fait depuis la nuit des temps. Et donc, c'est un petit peu dommage. Donc là, je vous invite vraiment à essayer de visualiser tous ces organes qui travaillent beaucoup plus. C'est pour ça d'ailleurs que je dis toujours que la femme enceinte est la sportive du haut niveau et que le coparent est le coach sportif, et je les prépare comme ça en disant voilà, il y a une sportive de haut niveau qui doit faire sa compétition, on ne sait pas très bien quand, et le coach sportif qui doit l'encourager, la soutenir et qui a un rôle aussi hyper important. Donc ça, on était dans la grossesse, il y a ce fameux truc de je ne fais rien, elle est vite essoufflée. Donc ça, maintenant, vous savez ce qu'il faut répondre. Alors après, il y a l'accouchement. Alors, la culpabilité et l'accouchement, ça arrive très fort que des femmes disent « je n'ai pas accouché par voie basse, j'ai accouché par césarienne, donc c'est pas un vrai accouchement ». On oublie, parce qu'un accouchement, c'est un accouchement. Peu importe comment il se passe, un accouchement, c'est un accouchement. Ça reste traumatique pour le corps, ça reste faire un don de soi, ça reste donner la vie, peu importe comment. Et donc ça, c'est hyper important de convaincre les mamans aussi en disant parfois, ça ne se passe pas comme on voudrait. Parfois, on voudrait une césar, on a une voie basse. Parfois, on veut une voie basse et on a une césarienne. Effectivement, je pense que le plus gros challenge de la grossesse et de la maternité, c'est d'accepter de lâcher prise et de ne plus absolument vouloir tout contrôler. On est dans une société où on arrive à contrôler quand même pas mal de choses. J'avais besoin de tutu là, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait plus de tutu pour la reprise à l'école et qu'il en fallait une dans une petite boîte. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé sur un fameux site que vous connaissez tous sur Internet qui nous a livré en 24 heures la tutu de mon fils. Parce qu'on était dimanche et que c'était très compliqué. Autant vous dire qu'effectivement, on a une espèce de contrôle sur tout. On peut tout vérifier, c'est assez facile. On peut vérifier avec les applications où sont nos enfants. Voilà, le contrôle parental surtout. On peut tout vérifier et tout gérer, contrôler dans notre vie. En tout cas, beaucoup, beaucoup de choses. Et la maternité, la grossesse, ça reste un moment en fait où on doit absolument lâcher prise. Parce que vous pouvez être convaincu que vous allez accoucher dans un bain de rose, sans douleur, juste avec vos exercices de respiration, et que tout va bien se passer, que votre bébé va arriver dans vos bras et que ce sera le plus beau jour de votre vie et de votre couple. Si vous êtes persuadé que c'est que comme ça que ça va se passer et que vous restez dans le contrôle, vous n'allez pas profiter de la naissance de votre enfant si ça ne se passe pas comme ça. Il y aura le moindre couac, vous n'allez pas profiter, vous allez rester buté là-dessus en disant « ça ne s'est pas passé comme je voulais ». Et donc on passe à côté d'une merveilleuse tempête, mais une merveilleuse fête aussi, c'est dommage. Et donc ce que j'explique de dire, moi j'essaie de faire en sorte que dans les prépas et quand je vous coach, c'est que ça reste une fête, quoi qu'il arrive. Alors évidemment, il y a des fêtes qui sont plus compliquées que d'autres. Forcément. Mais que ça reste un événement de vous dire, ok, je mets quand même un petit être au monde qu'on a voulu, qu'on a souhaité, et je vais essayer de l'accueillir du mieux possible et de moi me sentir le mieux possible et le plus respecté possible, même si j'ai dû aller vers un choix qui ne me convenait pas. Et donc ça, c'est hyper important. C'est comme la péridurale ou pas la péridurale. Vous avez vu le nombre d'accompagnements qui vous promettent des accouchements sans péridurale, sans douleur, viens gérer la péridurale, comme si c'était le Graal d'accoucher sans péri. Mais on s'en moque en fait de comment vous allez accoucher. Vous voulez accoucher sans péri? Mais super, très bien. Vous n'avez pas envie parce que vous n'avez pas envie de souffrir et que vous voulez absolument avoir votre péri parce que ça vous fait peur de souffrir? Ok. Dans les deux cas, je vais travailler les mêmes choses en préparation à la naissance. On va travailler les mêmes peurs, on va essayer de chercher les mêmes choses et de vous préparer de la même façon. Parce que si ça se trouve, vous ne voulez pas la péri, vous l'aurez, et si ça se trouve, vous voulez absolument la péridurale, et il y aura un souci, elle ne sera pas disponible tout de suite. Et donc, il faut essayer de s'armer un petit peu à tout ça pour pouvoir vivre le mieux possible. Mais donc, prendre une péridurale, ce n'est pas un moins bon accouchement. Et ça, il faut absolument que vous le retirez de la tête. Je vois ça partout, tout le temps. Non. Moi, mon objectif de mon accompagnement, c'est vraiment de dire aux femmes, je ne suis pas là pour vous convaincre de quelque chose. Je suis là pour vous aider à faire un choix qui vous est propre et qui vous convient. Et qu'à chaque moment, vous sachiez exactement quel choix vous pouvez faire, vers où vous pouvez vous orienter. Vous connaissez les avantages et les inconvénients. J'ai pas d'action dans la péridurale. J'ai pas d'action dans les accouchements physiologiques. J'ai une action nulle part, je ne suis ni anti ni pro. Par contre, je connais la physiologie et la biomécanique, je sais
comment réagit votre corps à certaines actions. Et en vous connaissant en coaching, je commence à savoir ce qui vous conviendrait ou pas, mais c'est toujours vous qui allez prendre et choisir les outils qu'on vous propose. Et ça, c'est hyper important dans toutes vos préparations à naissance de pouvoir travailler ça. Donc, aussi, la grande culpabilité, j'avais mis un post sur Insta où je montrais une maman qui est un petit peu en état de choc au moment de l'accouchement et qui a du mal, elle ne sait même pas accueillir son bébé, en fait, elle n'arrive pas à le prendre sur elle, elle est complètement ailleurs. Et la majorité des commentaires ont été super parce que beaucoup de femmes vivent ça et se disent « Waouh, en fait, je ne savais pas que c'était possible. Je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. En fait, je pensais que c'était moi qui n'étais pas normale de ne pas être capable d'accueillir mon bébé. » Je vous dis, vous vivez un énorme traumatisme, parce que c'est un trauma, l'accouchement, qui peut plus ou moins bien se passer, peu importe, et on vous demande d'arriver comme une fleur, le sourire aux lèvres, dire que c'est le plus beau jour de votre vie, que votre bébé est le plus beau du monde. Parfois, c'est plus compliqué que ça, et c'est pas un problème en fait. Et j'ai eu juste une femme, alors j'ai été regarder après son profil, visiblement elle n'a pas d'enfant, elle est toute jeune, qui évidemment jugeait, c'est souvent les femmes, ça c'est fou. Parce que j'ai eu un papa aussi qui a eu le commentaire de dire moi je comprends, quand j'ai vu ma femme accoucher, j'ai vu ce qu'elle a vécu, j'ai compris qu'elle n'avait pas pu prendre notre enfant dans ses bras tout de suite. Et c'est moi qui ai fait le premier pot à pot. Ça, je trouvais ça super. Et en fait, il y a encore des jeunes femmes, et malheureusement, c'est souvent des femmes qui jugent d'autres femmes. Bah oui, forcément. On a nos mères, nos grands-mères qui ont vécu avec aussi ce poids de la culpabilité qu'on leur a imposé. Et du coup, qu'est-ce qu'elles font ? Elles reproduisent ça. Elles reproduisent ça sur les autres. Et donc dire, moi, je ne comprends pas comment on ne peut pas regarder son enfant à la naissance. Moi, je comprends tout à fait. Et si vous aviez vu autant d'accouchements que j'en vois, vous comprendriez tout à fait. En fait, bien sûr que oui, on peut être en état de choc et parfois il nous faudra plus que quelques minutes pour accueillir notre bébé. Et j'ai envie de dire, vous avez pris soin d'un être humain pendant 9 mois dans votre ventre, il faut qu'on puisse prendre soin de vous. Alors soit le coparent, ça c'est l'idéal, soit les relais autour et même l'équipe médicale et paramédicale peut vous aider dans ces moments-là. Mais donc, ne minimisez pas ce que vous faites en fait. Un accouchement, c'est un énorme don de soi, on doit lâcher prise. J'ai encore une amie et collègue qui travaille dans la maternité qui me disait le jour où moi j'ai dû laisser mon enfant sortir, elle dit j'ai vécu ça comme vraiment j'avais l'impression que je devais accepter de me faire ouvrir de l'intérieur. C'était quelque chose de très violent psychiquement et tout s'est très très bien passé, mais c'est vrai qu'elle disait on a cette espèce de don de soi qu'on doit faire et on est plus ou moins prête à le faire, ça dépend, et de nouveau des fois on est prête à le faire et ça se passe bien, des fois on n'est pas prête à le faire, on veut la périr, on l'a pas, on panique, c'est compliqué et on le vit de façon plus traumatisante. Mais un accouchement, ça reste une compétition de haut niveau qui peut être traumatisant physiquement et psychiquement, qui peut aussi très très bien se passer, mais dans tous les cas, la maman doit être soutenue. Absolument, on doit prendre soin d'elle. Il y a des pays, on appelle ça le mois d'or en postpartum, j'en referai un post là-dessus, mais il y a des pays où les femmes ne sortent pas de chez elles et on prend soin d'elles. Il y a des hôtels en Asie comme ça, où les femmes, juste après avoir accouché, vont dans ces hôtels spécifiques où elles doivent s'occuper du bébé, mais tout le monde vient s'occuper d'elle. On la masse, on lui apporte les repas, on le détend. Alors, on est bien d'accord qu'on ne peut pas tous avoir ça à la maison. Notre société ne nous le permet pas. On a déjà, ils appellent ça comment ça, un congé de maternité. Moi, ça me fait beaucoup rire. On appelle ça un congé de convalescence. Et voilà, on a quand même quelques aides qui existent. Chez nous en Belgique, en tout cas, je sais qu'en France, il y en a aussi pour vous aider pour le ménage. Profitez de toutes ces aides absolument autour de vous et demandez de l'aide. Ce n'est pas un problème de demander de l'aide, c'est une force. Si vous êtes capable de demander de l'aide, c'est une force. Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir transmettre à vos enfants aussi, de leur dire regarde, maman, quand ça n'allait pas, là, ici. Alors, j'ai toujours que les enfants regardent beaucoup plus ce que vous faites, s'ils intègrent, plus que ce que vous dites. Et donc, de montrer l'exemple à vos enfants. Ils vous observent énormément, vous allez voir ça, c'est impressionnant. C'est assez perturbant, des fois vous avez un miroir qui vous reprend en pleine face, où vous vous dites « Waouh, moi je fais comme ça, je dis ça, ok, oui c'est vrai ». Mais c'est hyper intéressant, moi je trouve qu'on apprend énormément sur nous grâce à nos enfants. Mais tout ça pour vous dire que lors de l'accouchement, ça va être très important aussi d'être plus bienveillante avec vous. Autant que vous le seriez avec votre enfant en fait. Et dire ok, là j'ai besoin d'un temps, vous n'êtes pas une mauvaise mère parce que vous n'avez pas accouché comme ci, comme ça, parce que vous n'avez pas été capable d'allaiter, parce que vous n'avez pas été capable de l'accueillir à ce moment-là. Vous faites votre maximum, mais vous prenez soin de vous. Je vais prendre l'exemple dans l'avion. Vous avez déjà, si vous avez pris l'avion, les hôtesses de l'air vous montrent des démonstrations en disant que en cas de panique, en cas d'accident, en cas de crash,
on va vous demander, il y a des masques à oxygène qui vont descendre, on va vous demander de d'abord mettre votre masque à oxygène à vous pour pouvoir s'occuper de votre enfant. Et j'ai eu cette discussion avec ma grande qui va avoir 10 ans et on parlait de ça et elle me dit mais je ne comprends pas, c'est nous d'abord quand même, on est les petits. Et je dis oui mais qu'est-ce qui se passe par exemple, toi à la limite t'es relativement grande, t'as 10 ans. Mais regarde avec Noah, il est plus petit. Et je dis imagine qu'on est dans l'avion, on est un crash. Je lui mets vite le masque pour que lui soit bien. Et puis moi je perds conscience parce que le temps que je lui mette son masque, j'ai pas eu d'oxygène. Qui va s'occuper de lui à ce moment-là? Qui va l'aider à sortir de l'avion? Alors que si je mets mon masque à moi, le temps que je le mette et que je lui mette à lui, il va pouvoir revenir très très vite à lui, même si imaginons qu'il perd conscience quelques secondes, il aura de l'oxygène, il aura les soins qu'il faut et je serai là pour prendre soin de lui. Et donc c'est vraiment ça qu'on vous explique, c'est que vous devez visualiser ces masques à oxygène dans l'avion, vous devez prendre soin de vous pour être capable de prendre soin d'un autre être humain. Vous devez vous aimer vous. Et donc, si vous avez du monde autour de vous pour vous aider, eh bien, profitez-en, demandez, listez, allez-y. Si vous n'avez personne autour de vous, va falloir vous prendre soin de vous et remplir votre réservoir d'amour, remplir votre réservoir de soutien, vous faire plaisir régulièrement pour être capable de donner parce que c'est un vrai don. Et je vais sans transition aller sur le postpartum parce qu'en fait, le postpartum, c'est pour ça que j'ai voulu créer Happy Maternity, je me suis rendu compte qu'en fait la tempête, elle était dans le poste. Et qu'il n'y avait plus personne pour ces femmes dans le poste. Alors, donc quand moi je propose un Happy Maternity, il y a toute la préparation à la naissance et bien plus qu'on peut l'imaginer en prépa. Vraiment, c'est un rassemblement de mes 15 ans d'expérience et de d'autres préparations que j'ai fait avec des sages-femmes, voilà, de tous mes collègues, de tout ce que j'ai pu apprendre et voir, en essayant de vous simplifier un maximum les choses. Mais il y a aussi tout le poste en fait. Et moi, jusque-là, j'ai vraiment du mal à vouloir vous proposer 2 offres différentes, une pré, une post, parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Et je sais, beaucoup me disent « Ah mais non, les gens font comme ça ». J'ai encore vu là sur Insta des offres bien plus chères que les miennes, avec des non-professionnels de la santé du tout qui vous proposent du pré et du post séparément. Pour moi, ça n'a pas de sens. Alors, peut-être qu'un jour, je devrais en arriver là parce que voilà, je dois répondre aussi à une demande, si c'est quelque chose que vous avez envie d'avoir. Mais c'est vrai que pour moi, je dois être avec vous continuellement. C'est-à-dire que le pré, je vous prépare, mais le post, c'est là où ça va être le plus dur. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a construit quelque chose en préparation à naissance et que du coup, je peux mieux vous soutenir et mieux comprendre ce qui s'est passé parce que je connais votre projet, je connais votre plan naissance, je sais vers où vous voulez aller. Et donc, je vais mieux comprendre aussi ce que vous vivez en postpartum et de pouvoir aussi vous soutenir et vous tenir la main. Je ne vais pas vous lâcher parce que ça y est, on vous a préparé à la naissance et puis après, tu te débrouilles. Non. Parce que je sais que le plus dur, c'est le postpartum. Et alors, on m'a encore dit, non mais Aurélie, attends. Parce que je fais une formation pour apprendre à créer des formations comme ça et à vendre des formations. C'est vrai que moi, je suis du monde du professionnel de la santé, donc pas toujours très très bien... on n'est pas formé du tout à ça, en fait. Et on m'a dit, mais attends, tu veux essayer de vendre un accompagnement à quelqu'un qui n'a sans doute pas encore conscience qu'il a besoin de cet accompagnement. Alors je dis, bah oui, ça paraît dingue, mais moi je sais et je me dis que de bouche à oreille, ça va se faire, elles vont comprendre qu'elles ont besoin de cet accompagnement. Et puis, si elles se rendent compte trop tardivement, elles sont dans le postpartum, elles peuvent bien entendu me contacter, je serai toujours là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se construit avant, en fait. C'est comme si je vous disais... Demain, il y a un ouragan, il y a une tempête qui arrive. Vous allez faire quoi ? Je vais attendre, l'ouragan arrive à 14h demain. Vers 14h demain, je vais barricader mes fenêtres. Non, vous allez le faire avant, forcément. Vous allez barricader, vous organiser, acheter de quoi à manger. C'est la même chose, en fait, pour la maternité. Et donc, c'est pour ça que le postpartum, c'est quelque chose que je trouve qui est hyper important de vous préparer et surtout de vous faire accompagner pendant le postpartum. C'est là où vous aurez besoin de plus d'aide. Et je vous promets que toutes les mamans que j'ai accompagnées, et je peux vous dire que j'ai eu en postpartum des sages-femmes, des médecins, j'ai eu 3 pédiatres, je crois, jusqu'ici, donc des gens qui savent, j'ai même eu une gynéco, qui savent ce qui va leur arriver, qui connaissent quand même la fonction physiologique, qui ont déjà vu d'autres accouchements. J'ai vu des femmes ultra méga entourées par la famille qui était là, la belle famille. Je vous promets qu'il n'y en a pas une qui ne m'a pas dit « Waouh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit difficile ». Pas une. J'ai même eu une sage-femme qui m'expliquait qu'elle est hyper bien entourée. Elle a eu son premier bébé, je l'ai vu en postpartum. Elle m'a dit « Comment font les autres ?» Et alors ça, c'est une phrase que j'ai, une fois par mois. « Comment font les autres ?» Moi, je suis sage-femme, je sais ce que c'est, je sais faire les soins d'un bébé. Je comprends, je savais à quoi m'attendre. Je suis hyper bien entourée, ma maman est tout le temps là, je dois quasi pas faire à manger. Les courses, on me les fait une fois sur 2.
comment font les autres. Et moi, je suis un couple et je suis pas seule. Comment font les mamans toutes seules? Comment font les mamans avec un coparent qui n'est pas là? Comment font ces femmes, en fait? Eh bien, comme tout le monde, elles pleurent en cachette, elles se forcent, elles se disent qu'elles vont y arriver, que c'est pas grave, que c'est elles qui ont un problème, vu que tout Instagram montre que la maternité, c'est facile, easy peasy, et c'est dans un monde merveilleux. Et donc, elles prennent sur elles. Et qu'est-ce qui se passe? Elles sont malheureuses, cette tristesse se retourne contre elles, le lien mère-enfant va être plus compliqué, et elles vont pas kiffer, en fait, la maternité. Et je les comprends, c'est tout à fait normal. Et pour vous dire, moi, ma première grossesse, je l'ai vécue, j'avais très peu d'aide extérieure. Et en même temps, je me dis, j'avais peu d'aide extérieure, mais je pense que j'avais une certaine fierté aussi. Je sais gérer. Je suis quelqu'un qui est assez efficace, un tout petit peu hyperactive et qui a beaucoup de mal à demander de l'aide. Beaucoup, beaucoup. Je pense que là-dessus, je dois avoir une espèce de fierté de me dire je sais me débrouiller toute seule parce que j'ai vécu des trucs pas très très facile étant plus jeune, et c'est vrai que voilà, ça m'a créé une espèce de résistance. Je me suis relevée plusieurs fois toute seule, et voilà, ça fait quelque chose, c'est une de mes forces pour moi, mais donc du coup une de mes faiblesses, c'est d'avoir du mal à demander de l'aide. Mais j'ai beaucoup appris, j'ai vraiment beaucoup appris. Et donc voilà, sachant tout ça, je me dis que c'est hyper important. Dans le postpartum, j'ai eu par exemple une jeune femme qui m'est hyper courant, qui m'expliquait, elle était en pleurs. Donc dans Happy Maternity, il faut savoir que vous avez un accès à un WhatsApp qui est juste là pour vous. Et vous pouvez envoyer des messages quand vous voulez. Donc déposer un vocal, envoyer un SMS, et je vous réponds dès que je peux. Alors évidemment, je ne réponds pas jour et nuit, mais vous avez la possibilité, et ça c'est vraiment ma volonté, c'est de pouvoir laisser un vocal même à 3h du matin, parce que vous n'en pouvez plus, parce qu'il y a un truc qui ne va pas, vous pouvez venir déposer. Et moi je viendrai écouter dès que je suis disponible et je vous réponds. J'essaie de répondre toujours assez rapidement. Et j'ai eu encore plusieurs vocaux de femmes en pleurs, juste parce qu'elles avaient besoin de venir déposer. Et c'est génial parce que l'autre jour, j'ai eu un coaching, elle m'a dit « Aurélie, tu peux pas savoir à quel point ça me fait du bien, juste me dire que je peux venir déposer ça sans jugement. Je sais que tu ne me jugeras pas, je sais que tu seras bienveillante, je sais pas à qui d'autre le dire, mais à un moment donné, elle n'en pouvait plus, elle a eu besoin de venir décharger ça. » Et ça ne veut pas dire qu'on vient avec 1000 solutions, ça veut juste dire qu'on écoute. Et après, on cherche des possibilités, des propositions pour que maman puisse se sentir bien. Et donc, il y a des mamans, là c'était une maman qui avait du mal avec l'allaitement, qui souffrait énormément. Alors, il faut savoir qu'un allaitement, ça met quand même 3 mois avant de se mettre en place. Et oui, l'allaitement, c'est comme l'accouchement. Alors, c'est naturel, mais c'est pas si facile que ça de mettre ça en place. Sinon, il n'y aurait pas autant de spécialistes dans l'allaitement. Donc l'idéal, c'est d'avoir quand même quelqu'un qui est spécialisé en allaitement pour pouvoir vous guider, vous conseiller. Et j'ai envie de dire quelqu'un qui est spécialisé en allaitement, mais qui est aussi bienveillant, en fait, et qui veut votre bien à vous. Et donc il y a des mamans qui se disent « Oui, mais c'est égoïste, quoi. Si j'arrête d'allaiter ou que je diminue un petit peu l'allaitement, c'est hyper égoïste. » Mais pas du tout. Pas du tout, en fait, parce que déjà, le lait en poudre, soyons clairs, il est extrêmement bien fait chez nous. Vraiment très bien, il y a tout ce qu'il faut. Donc vous ne mettez personne en danger. C'est vrai qu'on parle de défense immunitaire, donc les premiers laits, c'est quand même pas mal parce que vous pouvez transmettre vos anticorps, mais si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave non plus. Mais c'est pour ça que les professionnels de la santé souvent vous encouragent en ce sens-là, et je comprends tout à fait. Mais il faut une maman heureuse. Alors je ne dis pas que vous devez partir en croisière au Club Med pendant 5 mois quand votre bébé vient de naître et absolument pas vous en occuper. Je ne dis pas que vous devez dépenser et revendre la maison et tout dépenser en shopping parce que ça vous fait du bien et que tant pis pour l'avenir. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas non plus qu'il faut aller sortir en boîte de nuit tous les soirs et laisser votre enfant. Non, il y a une sécurité à avoir. On a évidemment une responsabilité envers notre enfant. Mais franchement, vous dire que vous allez passer un bibi et que vous sautez une tétée, ou que vous allez réduire, ou même que vous n'allaitez pas du tout, ou que vous vous sentez pas bien et que vous avez besoin d'aller prendre un bain ou besoin de prendre soin de vous et que vous allez laisser bébé aux coparents ou à une amie pendant une demi-heure, 1 heure, d'aller faire du shopping, de vous promener, de prendre une douche, d'aller vous faire masser, est-ce que vous pensez que c'est grave ? En fait, ce qui va se passer, si vous arrivez à prendre du temps pour vous et à remplir votre réservoir à vous d'amour et de bienveillance,
eh bien, vous allez revenir avec le sourire, une grande disponibilité psychique, et du coup, vous serez beaucoup plus capable d'écouter, d'entendre votre bébé. Un bébé, ça lui fait du bien aussi d'avoir plusieurs figures maternelles. C'est pas obligé d'être 24 heures sur 24 la maman, en fait. Et donc, il y a des coparents, alors c'est un truc qui me rend dingue, je pense qu'ils n'écouteront pas ce podcast, mais il y a un couple que j'adore, mais le papa va donner l'argument toujours de dire elle fait tout, et effectivement il y a beaucoup de mamans qui sont un peu comme ça en disant mais oui mais je vais faire, et du coup se met complètement en retrait. Alors ok, effectivement il y a un lien spécifique, mais alors dans ce cas-là, c'est le coparent qui doit gérer tout le reste, le ménage, la nourriture, parce que si on part du principe que c'est elle qui a le lien privilégié avec bébé, peut-être que maman a envie d'avoir ce lien privilégié avec bébé tout le temps, mais alors, papa doit trouver sa place autrement. Il ne peut pas dire « Non, mais moi, je laisse gérer avec bébé, je laisse gérer les nuits. » Et continuer sa petite vie tranquillou, en fait. Ça, c'est pas envisageable. Et pourtant, c'est deux personnes très, très chouettes et que j'aime beaucoup. Mais je me dis « Ok, ça va pas. » Et on voit la maman qui s'épuise, en fait, qui fait ce qu'elle aime, mais elle s'épuise. Alors, c'est une femme très, très forte, mais on sait toutes qu'on a 20 à 30% de risque de faire un burn-out, on a 20 à 30% de risque de faire une dépression postpartum. C'est une chance sur 3 quand même. Est-ce qu'on ne peut pas réduire ce risque avec le coparent? Alors, soit en préparant, et si on n'a pas pu préparer, est-ce que ce n'est pas possible de changer la mentalité des gens et de se dire, ok, on a quelqu'un, un sportif de haut niveau qui a fait sa compétition, qui maintenant doit prendre soin d'un bébé, soit vous déchargez un peu au niveau du bébé, soit vous déchargez au niveau de tout le reste, en fait, pour qu'elle puisse cicatriser, elle, parce que dans le postpartum, j'ai une jeune fille qui a accouché, elle a eu une déchirure, elle avait des douleurs terribles pour se lever, et je la voyais la boiter, elle n'était pas bien du tout, mais vraiment pas bien physiquement, et elle est là à gérer ce bébé, et avec un coparent qui essaye d'être le plus présent possible, mais elle souffrait tellement, et donc je me suis dit, mais en fait, elle devrait juste pas être là, parce que je la voyais à une réunion, elle devrait juste pas être là, elle était là pour faire plaisir, je pense, aux coparents, et c'est très chouette, mais elle ne devrait pas être là, en fait. D'où on est à 10 jours d'accouchement, à se promener avec son bébé si on n'est pas bien. Alors si ça nous fait du bien, oui, hein, j'ai aucun souci avec ça. Il y a des mamans, péter le feu. Ok. Mais je pense que la société doit réapprendre à dire de nouveau à la femme qui a accouché de quoi tu as besoin. Et si elle n'est pas capable de voir de quoi besoin, observez, regardez. Et c'est pas parce que vous ne voyez rien de l'extérieur, vous savez qu'elle a un accouchement, vous savez que c'est traumatisant. On va arrêter de banaliser l'accouchement. Demandez à n'importe quel gynéco, un accouchement, c'est pas une banalité. Sinon, pourquoi il y aurait des médecins autour? Alors, je sais qu'on banalise beaucoup en parlant d'accouchement chez soi, physiologique. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous suivre et vous superviser, même si on est bien d'accord. On a la capacité d'accoucher seul, évidemment, mais au niveau sécuritaire, je veux dire, il y a une époque quand même où les femmes mouraient en couche fréquemment. Donc, il y a un moment donné où il y a une sécurité qui est là aussi pour nous aider. C'est dommage, je trouve, de s'en priver, même si je respecte tout à fait et je peux tout à fait accompagner, encourager des mamans qui veulent accoucher à la maison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que c'est hyper important de ne pas minimiser l'accouchement. Je me souviens en formation, j'avais un prof gynéco qui nous avait dit, donc j'étais en formation post-master, donc j'avais déjà mon master, mais je me formais, et il nous avait dit, écoutez, moi j'ai un gros souci parce que je vois de plus en plus de mamans qui débarquent à la maternité en pensant qu'elles vont vivre le plus beau jour de leur vie dans un monde de bisounours et qui déchantent complètement. Et là, je me suis dit, ok, donc mon rôle, c'est pas de préparer la maman en se disant, ça va être le plus beau jour de votre vie, on va coucher dans une baignoire, ça va être magnifique. Mais en même temps, on n'a pas envie de lui dire, c'est tout à fait normal d'accoucher avec une péridurale, avec une épisio, hyper médicalisée. Non, c'est pas le concept non plus. C'est de pouvoir trouver l'avantage, l'inconvénient des deux. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est hyper important de prendre soin de la maman et de prendre soin de vous en postpartum. Et donc, si j'ai un petit tips à vous donner, c'est de nouveau, quand vous aurez listé ce qui est important, les petites notions de plaisir, c'est de remplir votre réservoir. Ça vous fait du bien de regarder une série Netflix de 20 minutes ? N'ayez aucune culpabilité de dire aux coparents ou à une amie, à quelqu'un que vous avez, tu vas venir, tu gardes mon bébé pendant une demi-heure, moi je vais en haut, je vais me regarder une série Netflix. Ou je vais ailleurs, parce que si vous entendez les pleurs du bébé, c'est toujours très compliqué.
de pouvoir demander de l'aide. Et pourquoi je pense que c'est important, pourquoi j'ai appelé ça Happy Maternity, parce que je pense qu'une femme qui est heureuse dans sa maternité, qui se sent bien, elle sera encore une meilleure maman et que du coup le lien mère-enfant sera encore meilleur. C'est un magnifique exemple pour nos enfants. Et donc du coup on fera des enfants qui seront plus heureux, plus épanouis. Et du coup ça donnera aussi une meilleure société. Je voyais encore, on en parlait avec mon mari tout à l'heure, ça me fendait le cœur parce que on est revenu d'une période de congé et on a amené le petit donc à l'école, il est à l'école maternelle, il est en première maternelle. Et là, j'ai mis un post ce matin, mais il m'a rappelé plusieurs fois. En fait, on n'a pas très bien dormi cette nuit-ci. Et j'ai fini par m'endormir dans son lit contre lui. On s'est réveillés à 6h du matin, l'un contre l'autre. Alors, certes, j'étais explosée de fatigue, mais on avait tous les deux rempli notre réservoir, je pense. Donc, c'était lui qui était en demande. Mais vous allez voir, quand on a des enfants, quand on leur fait un câlin, des fois, on se demande si c'est pas nous aussi qui remplissons notre petit réservoir. Ça fait tellement du bien. Mais donc voilà, j'étais très heureuse de me réveiller près de lui, même si j'étais fatiguée. On a pris le temps, on fait des câlins et on a ce luxe-là d'arriver un peu plus tôt à l'école, à un quart d'heure, et de prendre le temps avec Noah de lui faire des câlins, de parler, de discuter, de lui faire des bisous s'il a besoin, de le réconforter. Il fait des allers-retours vers la classe. Voilà, on fait ça depuis toujours. Et voilà, on prend du temps avec lui. Évidemment, il y a d'autres parents qui n'ont pas ce luxe-là, soit qui n'ont pas envie de le prendre, soit qui n'ont pas conscience qu'ils peuvent le prendre, soit qui ne peuvent pas. Et ils déposent leur petit ou leur petite comme ça. Et j'ai vu une petite fille. Alors, la majorité des cas, ils pleurent pas longtemps, c'est ce qu'on m'a toujours dit, effectivement, ce que j'ai pu observer. Mais là, elle n'était pas bien et je voyais les incites qui essayent de faire comme elles peuvent et les puères. Et à un moment donné, ça a été, elle s'appelait Lucie, la petite fille, ça a été tais-toi, enfin non pas tais-toi, mais calme-toi, tu vas faire peur aux autres. Et là, je me suis dit, calme-toi, tu vas faire peur aux autres. Ben, c'est nul en fait. Tu as une émotion et on te dit, calme-toi, tu vas faire peur aux autres. Alors je comprends ce que la surveillante a voulu dire, mais je me suis dit, mais non, en fait, ça va pas, on peut pas lui dire ça. Parce que ça veut dire... Alors, du coup, elle pleurait encore, mais alors pour étouffer ses pleurs, elle essayait de manger son doudou. Et donc, ça me faisait de la peine. Et je m'en suis voulu après parce que je suis restée là. De loin, je lui disais, ça va aller, ça va aller. Je me dis, mais j'aurais dû m'agenouiller à sa hauteur. Elle voyait bien que j'étais avec moi, je faisais des câlins à mon fils. Et puis, je me suis dit, mais elle a besoin, en fait. Et je me sentais pas légitime. Je disais, bah non, qui je suis, en fait, je vais la laisser là. Et je la regardais, tout le monde la regardait, passait. Et en fait, je me suis dit, mais... On a besoin, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de nos câlins, mais pour ça, on a besoin aussi de nous, d'être disponibles psychiquement, on a besoin d'être capable de donner de l'amour. Et comment voulez-vous donner de l'amour à un autre être humain si votre réservoir à vous, il est vide ? C'est très compliqué. Et il y a beaucoup de femmes qui attendent de leur compagnon, du coup parent, qui remplissent son réservoir d'amour pour qu'elle puisse donner de l'amour à son enfant, et c'est compliqué ça. C'est compliqué. Alors oui, évidemment, on attend que tout le monde soit bienveillant et remplisse notre petit réservoir d'amour pour qu'on puisse donner à notre enfant. Mais comme dans la société, c'est tellement inscrit que, non, c'est tout à fait naturel d'avoir un enfant, c'est normal, le lien mère-enfant, on va les laisser seuls gérer. Et en plus, t'es une maman, mais donc tu vas continuer à gérer tes machines, la nourriture, la vie familiale, les déplacements, les courses. Tu vas tout gérer quand même toute seule, tout en t'occupant de ton bébé. C'est un vrai souci en fait. On ne peut pas se permettre ça, mais comme société on voit cette information, eh bien les femmes prennent sur elles et elles n'ont plus leur réservoir qui est rempli. Et donc j'ai envie de dire à toutes les mamans qui sentent ça, soit de demander de l'aide, soit de faire la liste de ce dont vous avez besoin pour remplir votre réservoir, ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous-même remplir votre réservoir, c'est-à-dire que ça vous fait du bien de faire quelque chose ou de manger quelque chose, eh bien faites-vous du bien. Le poids, vous allez le perdre plus tard. L'activité physique et le sport, vous le ferez aussi après dès que vous vous sentirez bien. Mais il y a un moment donné, dans le pic de la tempête, vous devez prendre soin de vous. Et vous devez avoir tous les jours quelques minutes de plaisir ou de trucs qui vous donnent le sourire, qui vous fait du bien. Sinon, vous ne tiendrez pas sur la longueur. Ça va être très compliqué. Et parfois, moi, je dis aux filles, envoyez-moi un petit message et on les rebooste. Et j'envoie un petit message, elles se sentent mieux, ça leur suffit pour la journée, dire « Ah, ok, merci, tu m'as entendu ». Juste de se sentir écouté et entendu sans aucun jugement. Et ça, c'est hyper précieux. Si vous êtes coparent ou vous connaissez quelqu'un qui a une grossesse et qui va avoir son postpartum, soyez très attentifs à avoir une écoute bienveillante et sans jugement. Et parfois, on a juste besoin d'une écoute sans solution. On veut juste être entendu, écouté, accepté, venir déposer, parce que si elle ne dépose pas,
elle va l'intérioriser. Et là, la tristesse va être de plus en plus longue, de plus en plus importante, et ça va commencer à être compliqué. Donc, c'est ça que j'avais envie de vous faire passer ici comme message, c'est que la culpabilité, c'est un joli cadeau qu'on a, et on dirait que la société nous dit, bah oui, c'est normal. Par exemple, vous savez, les malformations in utero que peut avoir un fœtus, eh bien, on ne le sait pas, mais dans la plupart des cas, on va dire qu'il y a une petite majorité quand même qui est due au père, pas à la mère. Pourtant, si un bébé a un problème ou un trouble in utero, eh bien, c'est quand même la mère qui va dire « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» ou on va lui dire « mais qu'est-ce que tu as fait ?» Et malheureusement, la société ne sait pas que ce n'est pas de la faute de la mère. Il y a des éléments, effectivement, si vous buvez de l'alcool ou vous prenez de la drogue, oui, ça aura un impact sur votre fœtus, mais il y a plein d'autres paramètres qui vont influencer ça. Et ça, la société, elle fait l'aveugle, comme si c'était la mère qui était responsable de tout. Eh bien, si vraiment la société pense que la mère est responsable de tout, elle devrait en prendre beaucoup plus soin. Et c'est là qu'il y a une incohérence où moi j'ai voulu marquer le coup et je sais que je suis vraiment aux prémices, au début de ce changement que j'ai envie qu'on ait de vision sur la maternité, mais je peux vous assurer que jusqu'à mon dernier souffle, je me battrai pour ça, pour qu'un maximum de femmes puissent entendre ça, puissent savoir ça, puissent prendre soin d'elles, sans culpabilité, pour se dire ok, je montre un bel exemple, je prends soin de moi pour pouvoir prendre soin de mon bébé, il y a un bon équilibre à avoir, tout en gardant sa sécurité évidemment. On est vraiment dans du bien-être. Donc voilà, si j'ai un seul, je vais vous laisser parce que là ça fait déjà 40 minutes que je parle beaucoup trop. Mais j'adore parler sur ce sujet-là avec vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles dans Spotify parce que c'est vrai que du coup ça me permet d'avoir plus de visibilité et du coup d'aider de plus en plus de femmes par ces contenus gratuits que je fais avec le podcast. Ça me permet d'augmenter ma portée du message et donc ça pour moi c'est très important. Vous pouvez aussi partager le podcast si il vous a plu. Si vous avez des questions, un retour à me faire, vous savez que je suis hyper friande de ça, j'adore échanger avec vous. Donc vous pouvez toujours m'envoyer un petit message sur mon Insta, Happy Maternity Planner, et je serai très très contente d'échanger avec vous. Ou s'il y a un sujet en particulier qui vous fait envie, vous avez envie qu'on échange un peu plus là-dessus, je peux aussi m'adapter tout à fait. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, peu importe où vous en êtes. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde et de surtout provoquer votre bonheur et de bien prendre soin de vous parce que vous êtes la meilleure personne pour prendre soin de vous. Je vous laisse et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de podcast.